le partage d'imagerie dans le cadre du Ségur, le projet DREAM, où on va faire un grand tour d'horizon de tout ce que ça comprend. Voilà. Et puis pour tous ceux qui étaient là ce matin, qui ont entendu clairement le ministre dans son allocution réaffirmer la volonté que chaque Français ait accès à son imagerie en 2025 dans mon espace santé, au travers de mon espace santé. Ça tombe bien, on est là pour ça et on a tous un peu de travail, donc c'est ce qu'on va vous partager aujourd'hui. Du coup, un grand tour d'horizon, une présentation générale du projet DREAM sous un angle métier et au départ besoin. Quelques cas d'usage, c'est important de vous partager ce qu'on a imaginé avec les médecins qui nous ont énormément accompagnés dans toute l'élaboration du projet. L'architecture qu'on va mettre en œuvre pour répondre de façon très opérationnelle aux besoins, un petit planning sur lequel on pourra échanger, et enfin, un premier aperçu de la mise en œuvre opérationnelle sur les aspects techniques avec le pré-projectaton. Voilà, donc, on est parti pour passer 1 heure et demie ensemble. Effectivement, vous pouvez poser des questions. On a choisi un format Teams pour que vous puissiez prendre la parole si besoin en fonction des questions que vous avez à poser. Ça permet aussi plus d'interactivité. Donc, la présentation générale du projet DREAM. Certainement, la plupart d'entre vous ont déjà vu cette slide, mais on est toujours là pour les mêmes raisons, pour faciliter et généraliser un partage fluide et sécurisé des données de santé entre professionnels de santé et avec l'usager pour mieux prévenir et mieux soigner. On est collectivement donc dans la vague 1 aujourd'hui du Ségur, et dans cette vague 1, on traitait les comptes rendus de radio, les accès, le risque de façon générale. On ne s'était pas encore attaqué aux images, et c'est pour ça que vous l'avez sur cette présentation. L'idée étant de passer de 10 millions en longtemps à 250 millions par an de documents échangés via le DMP, donc mon espace santé. Et bien entendu, les images sont partie intégrante du dispositif avec leurs spécificités et notamment la taille des images. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'en termes de technologie, on a imaginé les choses de façon un petit peu différente, qui sont aussi précurseurs d'un type de référencement qu'on utilisera peut-être pour la NAPAT, pour la cardio, pour d'autres usages. Donc on est aussi là en préfiguration d'autres usages pour d'autres professionnels de santé. Le constat. Aujourd'hui, c'est que les pratiques changent pour les professionnels de santé, pour les patients, avec plein de problématiques du quotidien. Je crois qu'on est tous un jour rentrés chez nous avec un CD, avec des images dessus. Et puis là, il n'y a plus de CD en fait sur les portables. On va voir son médecin traitant qui, voilà, on est de retour du ski avec un genou qui va pas bien. Le médecin du sport veut voir l'IRM, sauf qu'aujourd'hui, les images, on va les regarder sur un portail patient et là, pas les codes. Et ainsi de suite. Donc, on voit qu'il y a aujourd'hui tout un tas de petites problématiques du quotidien qui font qu'on a besoin de centraliser l'accès aux images parce qu'à un moment, pour des raisons personnelles, de communication, des raisons médicales, on a tous besoin, professionnels comme patients, de prendre connaissance de ces images. Et donc, les supports physiques évoluant, on a tous besoin d'y accéder donc, par le DMP qui, je le rappelle, est l'espace documentaire de mon espace santé. Voilà. Et puis, petit trait d'humour, bien entendu, on va adresser toutes les images. Donc, du coup, le comment. Et j'en profite pour vraiment adresser un grand remerciement de la part de toutes les équipes de la puissance publique, aux fédérations et aux syndicats de médecins qui se sont engagés, qui ont co-construit avec nous, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de partage d'imagerie, à part dans quelques régions, mais en tout cas, pas à l'échelle de la France. Et donc, on a beaucoup travaillé avec le G4, avec les représentants de la médecine nucléaire, pour imaginer comment, au travers du programme Ségur, on pouvait étendre le DMP aux données d'imagerie, étant entendu qu'il était bien entendu hors de question de répliquer le stockage des images, déjà pour des raisons de place, ça n'avait aucun sens. Voilà, donc on n'allait pas faire un immense entrepôt d'imagerie. On n'allait pas non plus au niveau de l'État prendre la place des PACS qui sont dans les établissements. Et donc, on en est arrivé à l'idée de faire un réseau de partage, donc avec un maillage, ce que je vais vous détailler à la fois en termes d'usage et de technique. Ce qui permet de dire que le comment, c'est que les données, elles seront stockées donc, dans les établissements, dans les PACS, et que mon espace santé ne sera qu'un point d'accès. Et donc, les pouvoirs publics n'hébergeront pas les images, mais uniquement l'index national des images.
C'est le comment, c'est le grand principe. Du coup, quelques cas d'usage. On a 2 grands cas d'usage, sur ce projet DREAM, c'est les patients et les professionnels de santé. Les patients, vous l'avez vu sur la première slide, on l'a tous vécu, on rentre chez soi avec quelque chose de cassé, on prend l'habitude de regarder le film même si on n'est pas médecin, et donc là, on va vouloir voir les images. Mais aussi forcément, en tout lieu et à tout moment, c'est aussi l'avantage d'avoir un carnet de santé électronique. C'est que tout ça étant dématérialisé, on peut se trouver, à n'importe quel endroit et accéder aux images. Pour les professionnels de santé, pareil, permettre à un professionnel de santé de visualiser un examen en tout lieu. Prendre connaissance de l'antériorité des examens avec, et là on commence un petit peu plus à rentrer dans le détail, 2 catégories de médecins. Les radiologues, médecins nucléaires, spécialistes en imagerie qui vont avoir besoin, des images d'ICOM pour refaire du post-traitement, pour refaire des comparaisons. Donc là, on est là dans un usage, on va dire, plus expert. Et pour le médecin demandeur, je vous ai donné, cet exemple très pratique du médecin du sport qui revoit un patient, avec une IRM du genou, qui va regarder le compte rendu, qui va en même temps regarder les images pour se faire une opinion. Et là, on est dans quelque chose de plus pédagogique vis-à-vis du patient. Et il n'aura pas besoin, de ces outils de post-traitement. Donc, on ira plutôt au travers du lien intégré au document dans un viewer, un visualiseur d'images d'ICOM qui sera embarqué, dans les Dreambox. Voilà. En gros, on a donc deux grands cas d'usage, patients, professionnels de santé, et sur les professionnels de santé, une subdivision, médecins spécialistes qui ont besoin des images natives pour retravailler dessus, et des médecins qui sont plus dans une logique de consommation des images. En pratique, 2 cas très simples. Donc je vous l'ai déjà un petit peu expliqué, hein, le patient qui souhaite consulter ses examens d'imagerie, choisit un de ses examens dans son espace santé, il regarde le compte rendu, il clique sur le lien et les images vont s'afficher. Voilà. Et donc, je le répète, les images de cette série sont stockées dans ce système d'archivage du médecin, que ce soit un établissement public, un établissement privé, une GHT, une clinique, un projet régional. Donc, on a conçu un objet qui permet d'aller à la maille du système qui stocke. Et puis après, en fonction de la façon dont c'est stocké, on va avoir différentes volumétries, mais les principes, en tout cas, restent les mêmes. Dans notre jargon, on dit que c'est scalable et donc on pourra s'adresser à tout type d'établissement. Ça, c'est pour le patient. Pour le médecin correspondant ou demandeur, donc qui souhaite accéder aux images, un médecin généraliste, par exemple, hein, envoie son patient faire un examen d'imagerie. Le patient passe l'examen, le radiologue donc, publie le compte rendu. Le patient retourne voir son médecin, ils échangent comme ça se fait habituellement, prend connaissance du compte rendu, et donc du coup, ce médecin correspondant peut accéder rapidement, après visualisation du compte rendu, aux images. Et donc on l'a vu, 2 cas de figure, soit je suis un médecin qui va juste consommer quelques images, et c'est un DICOM viewer, soit sinon je repars sur une station de post-traitement. Voilà les grands principes. Donc, on est là sur du partage, et je pense que vous l'avez tous compris, c'est postérieurement au diagnostic et à la validation du compte rendu. Donc, on est dans un outil de communication, de partage. On n'est pas du tout dans un mécanisme qui intervient dans la prise en charge du patient, dans le processus de prise en charge, de processus de soins. Et par exemple, on n'est pas là pour faire de la téléradiologie. Puisque la téléradiologie, l'essence même de la téléradiologie, c'est de mettre en relation un professionnel de santé, par exemple un urgentiste, avec un médecin radiologue pour avoir un compte rendu. Et donc, ce processus-là, il est amont au diagnostic, amont à la production du compte rendu, il n'est pas couvert. De la même façon que des partages techniques d'imagerie, qu'on appelle également dans notre jargon PAX to PAX, hein, qui est de la synchro d'imagerie, n'est pas couvert. On n'est pas là dans un processus technique qui vise à synchroniser des systèmes, on est là pour communiquer. Et donc, vous l'avez compris, l'élément déclencheur, c'est la validation du compte rendu par le radiologue ou le médecin nucléaire, ce qui permet aussi de gérer
toute la problématique de l'annonce, des cas un petit peu compliqués que les médecins ont à gérer au quotidien avec leurs patients, où c'est important de parler aux patients avant qu'ils ne visualisent ces images. Et c'est aussi pour ça qu'on a pris le parti de travailler sur la base du compte-rendu, parce que bien entendu, il n'était pas question qu'un patient voit des images sans avoir de compte-rendu, sans avoir d'explication. Et si le résultat demande notamment une visite d'annonce pour une maladie grave, ça permet de respecter tout ce processus de soins et donc la qualité aussi de la relation avec le patient et tout simplement de le respecter. Voilà les grands principes, c'est important de les poser parce qu'on commence à parler de ce projet sur le terrain et j'insiste sur ces points. C'est en aucun cas un outil technique de synchro, c'est en aucun cas un outil de téléradiologie. Pour ça, que ce soit au niveau des établissements GHT ou régions, les éditeurs, les industriels, qui sont parfois les mêmes, on pourra en reparler, proposent des solutions et des organisations se bâtissent. Du coup, deux grands modes d'utilisation du service DREAM. Vous avez le cas d'usage à gauche qui est la consommation directe, où vous voyez que le spécialiste ou le radiologue passe par sa Dreambox Conso, j'y reviendrai, donc il y a deux aspects dans la Dreambox. Hein. Il y en a une qui publie, une qui consomme. On passe par le réseau Dream, le DMP pour le pointeur, et on revient sur le PAX. Sur les médecins demandeurs et ou les patients, à ce moment-là, vous le voyez, on est directement dans une logique de viewer, un petit peu, et pour faire l'analogie, comme ça se passe avec les viewers qui sont embarqués sur les CD. C'est-à-dire qu'à un moment, un éditeur qui va fournir une Dreambox va aussi fournir un viewer avec les fonctions essentielles, et du coup, c'est ce viewer qui sera utilisé, comme pour les CD par exemple. Illustration d'un cas pratique. Vous avez ici un premier niveau de maillage sur des GHT. Donc on a à ce moment-là des systèmes PAX et des Dreambox. La Dreambox, elle peut être native, c'est-à-dire que c'est une fonctionnalité technique qui va être embarquée dans le PAX, et donc c'est l'éditeur de PAX qui va proposer cette fonctionnalité lors d'une mise à jour du PAX, par exemple, ou elle peut être proxy, c'est-à-dire que c'est une boîte, on va l'appeler comme ça très, très familièrement, qui va être branchée au PAX, ce qui permettra par construction d'adresser des PAX qui implémentent la Dreambox, mais aussi des PAX qui n'ont pas vocation à implémenter la Dreambox parce que l'éditeur n'a pas fait le choix de l'implémenter. Voilà pour la partie GHT, et bien entendu, les mécanismes sont les mêmes pour tous les autres centres. Pareil pour les cliniques privées. Donc vous voyez, on a un autre maillage. Et puis, des cabinets de radio. Voilà. Et on arrive à ce moment-là à notre fameux réseau national avec des pointeurs qui sont référencés au niveau donc du DMP. En production, Monsieur Bernard, on l'appellera Monsieur Bernard, est en vacances à La Réunion. Il fait une chute lors d'une randonnée et se blesse à la tête. Ça peut arriver à tout le monde, malheureusement. Donc, il sera à l'hôpital de Saint-Pierre et un médecin, à ce moment-là, rédige une demande d'examen. Un radiologue de l'hôpital réalise le scanner demandé. Les images sont stockées sur le PAX de l'établissement. Le radiologue rédige et valide le CR, et ainsi de suite. Donc là, on est sur la Dreambox qui permet la production. Ensuite, M. Bernard rentre chez lui à Strasbourg, et en raison de douleurs persistantes, son médecin l'envoie faire des examens complémentaires. Et on retrouve là tout l'intérêt du dispositif. C'est que vous pouvez imaginer, on peut tous imaginer que le médecin demandeur de Strasbourg ne va pas se connecter sur l'hôpital de Saint-Pierre. C'est très clair, il n'y a pas les accès PAX. Et du coup, au travers de la Dreambox, ce radiologue va pouvoir consulter les images, et en cliquant sur ce pointeur, la Dreambox Conso télécharge les images de la Dreambox Source de l'hôpital de Saint-Pierre. Et ainsi de suite. Voilà pour les grands principes, les premiers cas d'usage. S'il y a des questions, je vous propose d'en poser quelques-unes. Sinon, on peut rentrer dans la partie qui est plus technique. Alors, pour l'instant, pas de questions dans le chat, mais n'hésitez pas à activer votre micro directement si vous préférez. Bonjour, Parfait. vous m'entendez? Ah oui, avec plaisir. Très bien. C'est pour ça qu'on a pris du Teams.
Bonjour, je suis Pascal Girard, je suis un des administrateurs RISPAX du CHU de Saint-Étienne. Je m'interroge de cette, Dreambox, associée ou posée en proxy, Hmm. au sein de l'établissement. Elle est fournie par qui? Elle est financée par qui? Eh bien, on va y venir. C'est teasing D'accord, parfait pour la suite de la présentation. Donc, merci de... d'accord, très bien. C'est parfait. Ouais, ouais, donc c'est exactement là-dedans qu'on va rentrer. Et Oui, allez-y. oui, dernière question, Hmm. les images, on est d'accord, elles vont simplement, elles vont pas transiter? C'est-à-dire qu'on va aller juste les regarder. Est-ce qu'elles vont être Alors, si, stockées à un non, moment? alors, alors je vais y revenir de façon un peu plus détaillée. Je vais revenir en arrière. Voilà. Sur ce cas-là, si elles sont téléchargées par un médecin spécialiste dans le PACS, il va les télécharger dans son PACS. Donc, elles resteront dans son PACS, mais c'est bien dans une logique de prise en charge. Donc, il peut recevoir ces images. Voilà. Par contre, sur un usage qui est plus de la consommation, où là, c'est le médecin demandeur ou le patient, là, il va simplement les visualiser. Et elles seront téléchargées dans le PACS du radiologue, par exemple? Ouais, c'est le cas de gauche, mais je vais y revenir. On va rentrer dans le détail sur la mécanique technique. Là aussi, Ouais, teasing parfait. ouais. Oui, oui, ça m'intéresse, cette partie-là en Ouais, particulier. ouais, ouais, mais on va rentrer dedans. Bonjour. Euh, oui, Oui, allez-y, avec excusez-moi, vous plaisir. m'entendez? Oui. Jean-Victor Guy, moi je suis radiologue au CHU d'Angers et j'aurais deux petites questions concernant justement le côté organisationnel par rapport aux patients. Vous Hmm. avez dit que pour les problématiques d'annonce de diagnostic difficile, l'élément déclencheur qui est la validation du compte-rendu permettait d'attendre. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura une condition de visibilité avec un délai? Ouais. Oui, c'est ça. D'accord. C'est-à-dire que oui, oui, les images ne seront pas visibles de personne tant que ce mécanisme voilà, de publication du compte-rendu, de mise en perspective du compte-rendu pour le patient n'est pas traité. Donc, c'est D'accord. bien Ça ça. veut dire que le compte-rendu pourra être visible d'un autre professionnel de santé, mais pas du patient pendant quelque temps. Comme pour les comptes-rendus dans le DMP. Ouais, en fait, on est vraiment basé sur la logique du DMP. C'est-à-dire que c'est pour ça D'accord. qu'on a fait ces choix-là. Alors, je ne rentrerai pas dans la matrice d'habilitation aujourd'hui, ce n'est pas l'objet, mais on est calqué sur cette mécanique-là. D'accord. Et ma deuxième question concerne les droits du patient par rapport à son dossier et au partage de son dossier. Comment est-ce que c'est adressé, ça? Là aussi, comme pour le DMP, et comme pour mon espace santé en général, c'est-à-dire que par défaut, les médecins ont accès et après, le patient peut s'opposer. Donc, on est sur les mêmes, par construction, hein, on est exactement sur les mêmes mécaniques que mon espace santé, que le DMP, sur les mêmes règles. La différence par rapport à un compte rendu de radio, c'est tout ce mécanisme de pointeur que je vais vous détailler, parce que les images sont trop grosses, parce qu'on ne va pas les stocker deux fois, etc. Mais la logique d'ensemble est bien la même que pour les comptes rendus de bio, que les comptes rendus de radio, que la lettre de sortie, etc. etc. D'accord. Merci pour vos réponses. Avec plaisir, on est là pour ça et c'est tout l'objet de ce webinaire. Du coup, si on est d'accord sur les usages, on va rentrer dans les aspects un peu plus techniques, architecture, et bien compris qu'il y avait des attentes par rapport à ça et c'est parfait. Quelques définitions d'objets pour qu'on soit tous au même niveau là-dessus. Le COS, alors le COS, c'est pas un gros mot, c'est juste un fichier en fait qui contient les pointeurs. Donc c'est un objet d'ICOM qui va nous dire à quel endroit se trouve l'image physiquement et qui va donc nous permettre, depuis le DMP, d'aller la chercher. Le DMP, je ne vous refais pas toute l'histoire du DMP qui débute en 2004, c'est pas l'objet. C'est juste de bien se rappeler que c'est l'objet qui contient les documents et donc qui va contenir ces pointeurs. La Dreambox, j'ai commencé à en parler tout à l'heure. Alors, ça peut être un même dispositif technique, hein, mais en tout cas, elle embarque deux fonctions. Une fonction production qui, vous l'avez compris, est celle qui publie. Voilà, donc là où je suis à la source de l'image, je vais publier et c'est une Dreambox source. Après, on a une fonction consommation, c'est celle qui va justement télécharger. Ça répond à la question qui vient d'être posée, c'est qu'on a donc une fonction spécifique dans le cas du médecin spécialiste qui télécharge des images, qui est la fonction consommation. Donc là, elle se connecte au DMP, elle récupère les COS et donc récupère les images. Voilà. Et vous savez qu'on a
un sujet Pro-Santé Connect, hein, alors qui est général vague 2, et c'est aussi pour ça qu'on a embarqué la Dreambox et le partage d'images dans la vague 2, c'est qu'en termes de sécurité pour les professionnels de santé, d'authentification, on va s'appuyer sur Pro-Santé Connect. Peut-être que vous avez vu sur les derniers jours, mais c'est possible maintenant pour le patient de s'authentifier avec France Connect. Et donc, on va vraiment avoir le binôme France Connect pour les patients, comme pour tous les services d'État, Pro Santé Connect pour les professionnels de santé, et donc là aussi, ce qui est implémenté aujourd'hui par tous les éditeurs en cours d'implémentation plutôt. Du coup, le workflow, et donc là, on va rentrer dans la question qui vient d'être posée. Et on reprend nos cas d'usage, mais en rentrant là dans la technique. Donc, le scanner est réalisé, les images sont stockées, et là, le CR validé part sur le DMP. À ce moment-là, les informations du CR sont utilisées par la Dreambox Source afin de créer le COS. Donc, le COS, il est construit par la Dreambox Source localement. Et là, on envoie notre COS en complément du CR dans le DMP. C'est produit, c'est archivé, c'est stocké. Du coup, là, on rentre en mode consommation et donc ça répond très directement à la question sur le téléchargement qui vient d'être posée. Et du coup, encore une fois, merci de l'avoir posé. Le radiologue souhaite consulter tous les examens. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère le COS, donc il télécharge le pointeur depuis le DMP, il sait où ça se trouve, et donc il télécharge directement les images dans ses outils. C'est aussi simple que ça. Et du coup, ça peut être gardé sur le PAX, ce qui permettra après de faire du comparatif. Vous avez ce cas-là, imaginons que ce monsieur Bernard, il ait des suites, ben, on pourra avoir du coup le dossier complet au bon endroit pour le suivre efficacement. Donc on voit qu'on a essayé, alors peut-être qu'on masque là un tout petit peu la complexité des choses, mais en tout cas dans ce qu'on a conçu, on a fait des choses simples et pragmatiques qui répondent à des besoins. Voilà. On n'est pas parti dans quelque chose où, encore une fois, on a bâtir une immense archive et dont on verrait peut-être le bout dans 10 ans. C'est des choses qui sont appelées à marcher rapidement, et je parlerai du planning tout à l'heure, mais en tout cas, une fois encore, dans son allocution, le ministre ce matin a été extrêmement clair. Ça fait partie des objectifs de la feuille de route, hein, que vous pouvez télécharger puisqu'elle a été présentée ce matin, vous avez sur le site de l'ANS. Et vous verrez qu'il y a une priorité bien ciblée, c'est l'accès à l'imagerie, qu'il a rappelé ce matin avec des objectifs très clairs en termes de date. Du coup, on va passer sur l'autre cas où là, on est juste sur un mode visualisation, je dirais simple. Simple parce qu'on ne va pas faire de téléchargement, c'est juste un viewer. Là aussi, scanner réalisé, on publie le compte-rendu. Et du coup, sur la partie consommation, on va récupérer le compte-rendu, on clique sur le lien, et l'image va être vue directement dans le viewer. Pardon, je suis passé un peu vite. Donc, vous voyez que sur ce mode-là, c'est un petit peu plus simple. Les mécanismes sont un petit peu différents, mais on est toujours dans cette logique de compte-rendu. Voilà pour la partie technique. Est-ce que vous avez du coup des questions sur la partie technique? N'hésitez pas, on a du temps. On a prévu une présentation pas trop longue pour justement laisser de la place à l'échange. On a 2 questions dans le chat. La première, c'est est-ce que c'est une connexion via France Connect ou France Connect Plus? Alors pour l'instant, c'est les France Connect, hein. Là, on parle c'est le même accès que sur mon espace santé. Et autre question, dans ce cas-là, l'image appartient donc aussi au nouveau PAX. Alors, l'image, elle appartient au patient. Voilà, elle est stockée sur le PAX, mais comme toutes les données de santé, c'est les données de santé du patient. Donc, il faut faire, voilà, je fais attention avec cette notion d'appartenance. Elle est détenue, elle est potentiellement conservée sur le PAX, notamment pour faire du comparatif derrière, mais c'est l'image du patient. Je pense que la question, c'était plus par rapport à l'archivage. Comme il y a une Tout à fait, obligation ouais. de... Voilà. Alors, Parce que c'est la personne qui a produit, excuse-moi, c'est bien la personne qui produit qui est censée garder l'image. Mais comme là, c'est on récupère l'image. Non, alors du coup, là aussi par construction, c'est qu'en fait, le pointeur qui référence l'image, lui, il ne va pas changer. C'est-à-dire, je vais y revenir. Je vais revenir à ce cas-là. Voilà. En fait, le COS, vous l'avez là, il référence l'image à l'endroit où elle se trouve à l'origine. Et du coup, quand on va télécharger, on fait référence à l'emplacement d'origine. Du coup, le fait que l'image soit ensuite détenue sur le PAX à droite ne change pas la détention
puisqu'on ne va pas modifier le COS. Est-ce que du coup, je suis clair dans l'explication? Si vous voulez intervenir du coup pour me dire si ça répond à la question. Oui, pour moi, ça répond. Après, je sais pas, c'était l'autre personne qui avait posé aussi la question. Je sais pas si elle a. Oui, Ouais, c'est moi qui n'hésitez avais pas à posé reprendre la la parole, hein. question. On est dans un mode très interactif. J'ai compris, oui, le principe. Le pointage, si quelqu'un veut regarder l'image de nouveau, Ouais, celui qui l'a téléchargé sur son PAX le verra sur son PAX. Et c'est si c'est ça. un autre intervenant, il va pointer sur le COS, donc sur C'est le ça. PAX source. C'est ça. C'est exactement pour ça que je vous ai remis là, en revenant de cela en arrière, sur le PAX source avec l'image à gauche. OK. Parfait. Après, on est d'accord Ouais, que le médecin va télécharger uniquement l'examen pour lequel le compte rendu a été fourni. oui. D'accord. Oui, puisqu'il aura le lien par rapport à cet examen. C'est aussi pour ça qu'on travaille sur base de compte rendu, c'est que c'est l'examen qui va être publié par rapport à un compte rendu. Et le lien, compte rendu imagerie, vous le faites, de quelle manière? Après, c'est des mécanismes. Alors, d'INS, alors, je ne vais pas rentrer trop loin sur ces aspects-là, mais en tout cas, on travaille autour de l'INS. Par contre, les PACS qui aujourd'hui n'ont pas d'INS, on a prévu un mécanisme de reconstruction qui permet d'avoir le bon niveau d'authentification et d'unicité. Mais en gros, c'est ce principe-là. Nous, on avait commencé à intégrer l'INS et l'INS, intégré nous pose beaucoup de problèmes et on fait marche arrière actuellement. Alors, quand vous dites on fait marche arrière, c'est-à-dire? On est en train d'éradiquer l'INS de notre PAX. C'est pour ça, voilà. Alors des problématiques comme ça, moi, j'en ai plusieurs qui me sont revenus du terrain. Il y en a sur des éditeurs qui restent sur les mécaniques habituelles. Il y en a qui voilà, proposent des prestations de migration vers l'INS qui sont assez chères. Donc aujourd'hui, il y a plein de questionnements autour de l'INS dans les PACS. Ma conviction, c'est que ça va prendre plusieurs années, notamment parce que les PACS sont parfois des produits qui viennent de l'étranger et donc ils vont mettre du temps à implémenter tout ça. Donc c'est pour ça que dans la Dreambox, pour faire le lien, on a prévu des mécanismes qui permettent de lier le compte-rendu qui, lui, sera, on va dire, sur base INS avec des images qui ne seront pas sur base INS. D'accord. Une dernière question, je suis un peu bavard, Oui, je oui. m'excuse, mais Non, il n'y a pas de souci. qui va gérer les problèmes, de non-accès aux images, par exemple? Alors, là, on a encore un petit peu de travail là-dessus. Je dirais que ça dépendra du problème. Déjà, sur mon espace santé, vous avez un support. Voilà. Après, si c'est le lien, par exemple, on imagine que c'est mal référencé au niveau du DMP. Là, on va plutôt être au niveau du support national, mon espace santé. Si jamais les images sont plus du tout sur le pack, c'est que le lien est fonctionnel ou que le pack n'est pas en ligne, hein, tout simplement, un problème technique, une mise à jour, ça arrive, hein, on va plutôt redescendre à ce niveau-là. Ce qui nous reste à construire, c'est l'organisation, parce qu'on voit qu'on est multi-intervenants, qui permettra que ça fonctionne de façon très opérationnelle. Ça, c'est des choses qu'on va régler au deuxième semestre au moment des pilotes. D'accord, très bien. Mais on voit qu'il peut y avoir plusieurs sources de problèmes, vous l'avez très bien identifié. Donc, il y aura Oui, plusieurs j'en sources doute de pas. réseau. Ouais. Il y aura plusieurs façons de les résoudre. Ce qu'on va travailler au moment des pilotes, c'est ce réglage entre les différents intervenants. D'accord. Merci. Rien. Bonjour Jean-Marc. Donc, cela suppose que la Dreambox consommatrice va accéder à la Dreambox source qui peuvent être de deux éditeurs différents. Ouais. Donc, il y aura une gestion d'habilitation, gestion de la cybersécurité également. Ouais, tout ça c'est géré. Alors, l'idée c'était pas de rentrer sur ces aspects techniques. Tous les documents sont en ligne. Si certains n'ont pas tous les documents, je peux vous les renvoyer. N'hésitez pas suite au webinaire à nous en faire la demande. Mais effectivement, tous ces niveaux de sécurité sont gérés. Voilà. Après, c'est des transferts d'ICOM, hein. On n'a surtout rien réinventé en termes de mode de communication, mais on gère bien ces aspects sécurité qui sont essentiels aujourd'hui. On en a beaucoup parlé ce matin pendant la feuille de route. On est bien d'accord. Parfait.
Donc, du coup, je réavance un petit peu dans les slides pour revenir aux notions de planning, parce qu'on a beaucoup de questionnements par rapport à ça. Alors, la slide, il fait un peu peur, et du coup, je vais vous la détailler. Donc, de façon plus générale, le planning de la Dreambox s'inscrit dans le planning du Ségur, et je pense que vous avez tous suivi le Ségur, et donc dans la vague 2. Cette vague 2 qui démarrera postérieurement à la vague 1, et donc fin d'année. Voilà. On ne s'interdit pas de décaler un petit peu peut-être la mise en place des Dreambox, parce qu'on voit aussi qu'il y a un lien avec le risque, donc on a des réflexions là-dessus. C'est pour ça que c'est des dates prévisionnelles, hein. C'est bien noté sur la slide. On est là-dedans dans les grandes lignes. Est-ce qu'on commencera plutôt fin 2023, plutôt début 2024? C'est encore des points qui nous restent à régler. Par contre, comme pour tous les autres programmes Ségur, on est dans les mêmes mécaniques, avec des spécifications, une instruction du projet DREAM. Ça, c'est quasi fini. On aura fini d'ici le mois de juillet. On n'est vraiment pas loin du compte. On est en train de faire quelques réglages sur les aspects, notamment Pro Santé Connect. On est en train de mettre les dernières touches. Mais en tout cas, sur les grands mécanismes, le COS, etc., ça, c'est fini. C'est fini déjà depuis le début d'année, ce qui me permettra après de vous parler du Projectaton. Sur la partie mise en œuvre scénario, donc ce qui va nous permettre de faire des tests, on arrive au bout de la rédaction des scénarios. Et on va ajuster les scénarios d'ici cet été. Donc avec tout ça, on vise une prépublication donc de la liasse documentaire, AFDSRM, etc. Je reviendrai sur ces acronymes si certains ne les connaissent pas. Courant octobre, et donc publication des textes par arrêté courant novembre, avec une ouverture du guichet courant décembre. Voilà. Encore une fois, on ne s'interdit pas peut-être de démarrer un tout petit peu plus tôt. Les arbitrages seront faits dans les tout prochains jours. Voilà sur la partie éditeur. Vous l'avez compris, on a un petit peu de travail du côté de la puissance publique. Les choses ne vont pas se faire tout seul. On a en gros deux grands chantiers. Un chantier outillage qui va nous permettre de faire des tests. On a un gros challenge de mise en œuvre opérationnelle. Et donc, pour que les Dreambox soient bien délivrés sur le terrain et que ça aille vite une fois que ce sera lancé, on a besoin de faire pas mal de tests avant. Donc, on est sur ces aspects outillage. Et il y a bien entendu le développement du registre URL national des sources de partage d'imagerie. Voilà, donc là, dire le chapeau des MP qui sera fini d'ici fin d'année. Donc, on sait que techniquement, on est capable d'installer, de mettre en œuvre de façon très opérationnelle en janvier, ça c'est sûr. Encore une fois, la question se pose plutôt sur le calendrier de fin d'année. Voilà. On veut également soumettre tout ça à des tests poussés, je l'ai déjà dit, j'insiste, parce qu'on est sur quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que sur les autres chantiers Ségur, hein, le RIS, la bio, l'hôpital, on était sur des mises à jour. Là, on est sur un nouvel objet, on est sur des nouveaux concepts. Donc, on veut éprouver ça en labo. Et donc, il y aura un premier projectaton bientôt, j'en parlerai, qui va viser à tester toute la partie COS. Voilà. Et à s'assurer que tous les éditeurs qui sont aujourd'hui sur la ligne de départ et dont certains sont déjà bien avancés, ça communique. Voilà. Et puis après, on aura un vrai projectaton au mois de septembre qui permettra de tester les produits finis. Donc, on y va en deux étapes. Validation de la mécanique COS pointeur très prochainement. La mécanique de registre URL très prochainement au travers d'un proto, vous le voyez en juin. Et le projectaton qui permettra de valider l'ensemble au mois de septembre. Voilà. Ce qui peut dire que courant octobre, on pourrait être en mesure de commencer à tester des solutions. Voilà pour les aspects planning. Si vous avez des questions, j'y réponds bien entendu, bien volontiers. Alors, on avait une question, mais sur la session, la petite séquence d'avant. Comment Oui. sera géré l'annuaire des Dreambox Source? Alors, du coup, je veux bien des précisions sur la question. Parce que le commun, encore une fois, c'est un registre d'URL. Donc, on va avoir une URL, alors bien entendu, avec les bons niveaux de sécurité, qui va pointer sur chaque image. Si jamais il y a par exemple, un PAX qui change d'adresse, il faudra mettre à jour les COS, republier, etc. Et tout ça sera géré au niveau national. N'hésitez pas à activer votre micro pour Ouais, n'hésitez pas si vous voulez préciser la qu'on question. rentre plus dans le détail. Et sinon, en attendant, on a une autre question. Oui. Qui fournit les Dreambox? Ah, alors, bonne question. Aujourd'hui, donc, on a trois grands types de fournisseurs.
tout cas des gens avec qui on travaille au quotidien, qui nous ont signifié qu'ils étaient intéressés, qui nous ont déjà expliqué comment ils allaient adresser ça. Il y a des gens qui font du PAX, voilà, et qui nous ont dit, nous, dans notre PAX, on va avoir une fonction Dreambox. Il y a des gens qui font une Dreambox, on va les appeler proxy. Je reviens à ma boîte, qui est assez concret comme concept. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont spécialisés dans l'échange et je partage d'informations médicales et qui sont en train de développer des fonctionnalités spécifiques, soit sur des box qui faisaient déjà de l'imagerie, soit sur des box qui n'en faisaient pas, mais en tout cas dans le métier et l'échange et le partage. Et il y a une troisième catégorie d'éditeurs, d'entreprises qui nous ont fait part de leur intérêt, c'est les gens qui font du RIS. Puisque vous l'avez compris également, le RIS en termes de mécanique, même si on utilise des objets d'ICOM, des objets d'imagerie, il est quand même au cœur de la mécanique. Et donc les gens qui font du RIS disent bah, j'ai une légitimité à proposer une solution Dreambox. Donc les gens qui vont proposer de la Dreambox, c'est, je le redis, soit les gens qui font du PAX, soit des gens spécialisés en interop, en échange de données médicales, soit des éditeurs de RIS. Vous dire qui le fera aujourd'hui, j'en suis pas capable parce que pour le faire, il faut avoir fini les développements, faire les référencements. Par contre, ce que je peux vous dire aujourd'hui, sans vous donner de nom, bien entendu, c'est que dans les trois catégories, on a déjà plusieurs acteurs. Donc, il va y avoir du choix et en fonction de la stratégie des sites, en fonction de vos stratégies d'achat pour les établissements qui sont là, vous allez pouvoir prendre les choses de plusieurs façons, notamment par rapport à là où vous en êtes sur des appels d'offres. Hein. C'est clair que s'il y a du renouvellement de PAX, au moment du renouvellement, si le renouvellement est en cours, par exemple, c'est intéressant d'intégrer ces fonctionnalités-là. Voilà. Donc, chaque cas sera un cas particulier. Par contre, on sait aujourd'hui, par rapport à toutes ces déclarations d'intention et les travaux qui ont démarré, qu'il y aura plusieurs types de réponses et qui vont donc permettre de répondre à tous les besoins. C'est ce qui est important pour nous et pour le patient et les professionnels de santé. Ça, aujourd'hui, on sait que ce sera le cas. Est-ce que du coup, ça répond à la question? Ça pourra. A priori, oui. Alors, autre question. Quelles incitations vont être mises en place pour installer ou upgrader son PAX pour être compatible Dreambox? Alors, du coup, les upgrades parfait. de PAX ont des cycles de plusieurs années et tant que le maillage n'est pas complet, le système ne sera pas efficace. Complètement d'accord. Donc, ça tombe bien, c'était la slide suivante. Donc, on est encore sur un mécanisme d'achat pour compte. Hein. Vous savez, c'est la mécanique du Ségur. Le Ségur, c'est quoi? C'est 2 milliards d'euros qui permettent d'acheter, donc au niveau des clients, des fonctionnalités qui sont financées directement par l'État. Voilà. Et donc, on est encore une fois sur ces mécanismes-là. Ce que nous, on va payer puissance publique, c'est des fonctionnalités Dreambox. Voilà, donc on est en train de définir, et ce sera mis bientôt en concertation avec les éditeurs, des prix de fonctionnalités Dreambox avec des volumétries d'examen. Et on va dire, pour telle volumétrie d'examen, on considère que la fonctionnalité Dreambox, le paquet de Dreambox, coûte tant, et ainsi de suite. Ce qui veut dire, vous l'avez aussi compris, que le rôle de l'État n'est pas de financer directement du PAX. Je parle de logiciels, je parle bien entendu d'infrastructures, de réseaux, de machines, etc. Donc notre rôle est de financer ce package Dreambox. Et du coup, ce qu'on va demander aux éditeurs, mais la plupart ont déjà l'habitude par rapport à ce qu'on a fait dans les autres couloirs, hein, si jamais il y a un upgrade de PAX, de bien cibler dans les devis la fonctionnalité Dreambox pour qu'elle puisse être payée par l'État. Et ce qui n'est pas, ce qui ne relève pas de la Dreambox, qui relève du PAX, qui sera payé par le site comme d'habitude. Voilà. Donc ça, les choses aujourd'hui sont assez claires. Les prix, je ne peux pas vous les donner aujourd'hui, on doit les mettre en concertation avant, mais sachez que la grille est prête aussi. Du coup, on reprend les mêmes notions. Donc, pour les gens qui vont être intéressés, bien entendu, ça passera par le guichet ANS, hein, qui, vous le savez, est notre opérateur pour certifier, valider les produits. Pour la partie financement, c'est l'ASP. Pareil, on est dans la même mécanique de guichet ASP. Le SONS, j'y reviens, c'est le système ouvert non sélectif, c'est-à-dire que c'est tout logiciel, tout candidat qui va vouloir se positionner, qui va répondre aux spécifications, pourra proposer de la Dreambox. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, on avait
plusieurs sociétés intéressées dans les 3 catégories. Donc, on sait qu'il va y avoir une diversité assez importante dans l'offre. Et ça tombe bien, c'est aussi ce qu'on souhaitait. Donc, plusieurs approches possibles. On n'est pas du tout, et j'insiste sur ce point, dans une logique d'appel d'offres où on va dire on veut 3 éditeurs, ils font des box. Ce n'est pas le cas du tout. On est vraiment dans un système ouvert non sélectif. Les textes sont faits dans ce sens. C'est aussi ce qu'on a mis en perspective de l'Europe. On n'est pas là du tout pour intervenir dans ces aspects concurrentiels. Et donc, on sait qu'on aura une offre diversifiée au niveau de ces acteurs. Sur les exigences, tout ça est consolidé dans un document qu'on appelle le REM, où on va dire telle exigence, on attend tel niveau. On les a diffusés donc aux sociétés, donc ils ont toute l'alias technique. Si certains qui sont là au webinaire ne les ont pas et les souhaitent, bien entendu, faites-nous signe, on vous les enverra avec grand plaisir. L'appel à financement, c'est le document cadre qui définit les règles, qui va être éligible, dans quelles conditions, quel test il va falloir faire pour prétendre au financement, et ainsi de suite. Et le DSR, c'est un dossier global de spécification au référencement qui est plus dans les modalités, avec les dates, etc. Voilà. Et la MEP, qui est les conditions de mise en œuvre et qui permettra d'attribuer un URL unique et pérenne à toutes les Dreambox. Parce que forcément, si les URL ne sont pas pérennes et uniques, le système ne sera pas maintenable dans le temps. Et tout ça, ça va nous accompagner un certain temps. Voilà, comme nous tous, je suis aussi à un moment impatient. Ma famille fait aussi de temps en temps des passages par les urgences. Et donc, j'aurai besoin, comme vous tous, d'accéder à mes images. Voilà sur les aspects, on va dire, plus administratifs, à la fois sur les mécaniques financières et également sur la partie planning. Avant de rentrer dans le projectaton, le pré-projectaton, est-ce que vous avez des questions? Petite question dans le chat. Est-ce que le viewer sera uniformisé ou spécifique à chaque éditeur? Super bonne question. Alors, ce qu'on est en train de fixer, c'est des fonctionnalités clés. Et là, encore une fois, le travail des médecins a été essentiel. Sans eux, on n'aurait pas fait grand-chose. Et donc, ce qu'on va dire, c'est le viewer, il doit faire une reconstruction sur les 3 plans. Il doit permettre de faire donc axial, sagittal, coronal, quelques mesures essentielles. Et après, les éditeurs ont la liberté de proposer plus. Voilà. Et ça va être aussi certainement des choses qui vont se voir sur le terrain, c'est que certains éditeurs vont dire, mais moi, mon viewer fait plus, il propose plus de choses. Nous, ce qu'on demande, c'est des fonctionnalités minimales pour cadrer les choses, pour avoir un minimum de standardisation sur les fonctionnalités, pour qu'il n'y ait pas de surprise là-dessus. Mais après, si certains éditeurs veulent faire plus, bien entendu, ça leur est possible. Donc, pas de standardisation, ce n'est pas notre rôle. Référencement avec des fonctionnalités cibles, ça oui. C'est tout pour le chat. Parfait. Du coup, sur le pré-projectaton, donc on expérimente un nouveau format, et notamment parce qu'on veut le faire durer dans le temps. On sait que les gens sont en train de développer. Il y aura nécessité d'aller-retour. Mais vous voyez, on y est. C'est que c'est la semaine prochaine. Et quand je vous parlais de mise en œuvre opérationnelle assez proche, même si on a encore quelques détails à régler en termes de spécification, c'est qu'on y est. Donc ce sera du 22 mai au 9 juin. En distanciel. Et l'idée, c'est vraiment de se restreindre aux fonctionnalités de base avec une première version de 4 outils de test qui va nous permettre de valider unitairement le document COS, validation croisée COS-CDA. Donc CDA, c'est le format du compte-rendu. Donc on va s'assurer de la correspondance. Et la partie WAD-ORS. Donc voilà, on est plus sur la partie transfert image. Donc, on va réaliser sur un mode proof of concept. Donc, on va réaliser ce qu'on appelle, nous, des bouchons. Et vous pouvez vous connecter, tester, avoir des retours et ainsi de suite. Et donc, les objectifs de ce pré-projectaton sont de challenger en réel les différents simulateurs, tester les premières implémentations et surtout mieux se préparer pour le projectaton de septembre et l'homologation de Ségur. Ce qu'on veut, c'est que quand les gens arrivent à l'homologation, à la certification, c'est qu'il n'y ait pas de déception ni d'un côté ni de l'autre et qu'il ne reste pas trop de travail, puisque finalement, une fois que c'est référencé, c'est installable. Et tout à l'heure, ça a été dit, il va falloir déployer ça sur le terrain, ça va quand même prendre un peu de temps. Il faut que ça marche vite et bien, donc il faut que la technique soit derrière nous, la technique unitaire, j'entends. Forcément, sur le terrain, on va avoir de la complexité, des choses qu'on n'a pas imaginées en termes d'installation, mais unitairement,
box par box, ça doit être validé, on ne doit pas y revenir et on ne pourra pas y revenir. Les outils à disposition. Donc, il y aura un compte rendu avec donc de l'INS, hein, un examen, des COS, et donc en termes de simulateur, un serveur WadORS chargé avec l'examen alpha, donc on est plutôt là sur la partie image, le client WadORS et une Dreambox source, donc bouchon de notre côté, qui permettra d'échanger. Et donc sur la partie validateur, cross-validateur de COS avec CR plus métadonnées plus image, validateur de l'objet d'ICOM-COS, validateur réponse WadORS, validateur requête WadORS. Et vous l'avez compris, donc les éditeurs, en tout cas ceux avec qui on échange maintenant depuis un an, je crois, sont déjà bien avancés, bien prêts. Certains ont commencé à communiquer. Il y aura des présentations à Santexpo, notamment en Agora le mercredi après-midi. Donc le projet, il est parti, il est déjà bien avancé. Je reviens du coup au planning, hein, maintenant qu'on a parlé de ça. Je vous remets le planning en perspective. Ça veut dire qu'à partir de début 2024, on va commencer à installer massivement. Ça va certainement nous prendre l'année 2024. Et donc, l'objectif qu'on se donne, c'est effectivement en 2025, et vous l'avez dans la feuille de route, c'est qu'on puisse accéder aux images. Voilà, ce qui vous en conviendrait est rapide et ambitieux. Mais par rapport aux échanges qu'on a aujourd'hui avec les sites, avec les éditeurs, la maturité de la technique, on sait qu'on est capable d'y arriver. Voilà, merci. Un immense merci pour vos questions, votre participation. Je vous dis, on s'était donné 1h30 pour laisser beaucoup de place aux échanges, aux questions. Donc, s'il y en a encore, je les prends bien entendu avec grand plaisir. Je reviens sur mes histoires de documents. On lance aujourd'hui la page Dreambox sur le site de l'ANES. Vous savez que vous avez un certain nombre de pages pour tous les couloirs. Donc, celle de la Dreambox démarre aujourd'hui, hein. C'est aujourd'hui donc le lancement de la communication large, on va dire, sur ce projet. Vous avez toutes les informations. Vous retrouverez les slides aujourd'hui. Vous retrouverez aussi le replay du webinaire, des liens vers toute la documentation technique qui vous permettront d'avancer. Voilà, et on sait qu'il y a un gros challenge aujourd'hui au niveau des établissements de bien s'approprier ces solutions pour pouvoir les mettre en œuvre dès qu'elles seront prêtes. Voilà, donc si, encore une fois, il nous reste quelques questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Oui, mais j'aimerais poser une petite question. Est-ce Oui. qu'il sera éventuellement possible, en particulier au début du fonctionnement, d'envoyer des antériorités, c'est-à-dire des examens passés et non pas les examens qui seront nouvellement validés? Alors, super bonne question. Ça, on en a beaucoup discuté entre nous. Et malheureusement, non, sauf si vous refaites un compte-rendu. C'est-à-dire que comme on doit avoir cette mécanique de lien avec le compte-rendu, du lien avec le DMP, l'antériorité ne sera accessible que s'il y a un compte-rendu associé. Ça aurait été séduisant de reprendre toutes les antériorités, un petit peu d'ailleurs comme on le refait quand on est en établissement, qu'on reprend des comptes-rendus sur plusieurs années. C'était techniquement pas possible pour ces raisons-là. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'objet même et la conception du système. On est parti sur le fait de se dire c'est le DMP, c'est le carnet de santé du patient, et donc va arriver dans le carnet de santé du patient ses comptes rendus. Et donc, si les comptes rendus ne permettent pas de faire le lien avec les images, il ne pourra pas récupérer ces images. Voilà. Donc, il n'est pas interdit de refaire des comptes rendus sur des anciens examens, si jamais toutefois vous vouliez en récupérer certains. Mais ce n'est pas prévu aujourd'hui et ce n'est pas l'objet. Est-ce qu'il nous reste d'autres questions? Merci. Avec plaisir. Parfait. Eh bien, écoutez, si plus de questions, on en reste là pour aujourd'hui. Très certainement, on fera d'autres webinaires de ce type. On est également présent la semaine prochaine. Moi, j'y serai à Santexpo. Le ministère a un stand, bien entendu, il y a possibilité d'avoir des échanges. Tout ça pour vous dire qu'on est à votre disposition, que le projet, là, il est en phase de démarrage et que tout ce travail qui a été fait ces derniers mois et dernières années, on sait que ça répond à un vrai besoin.
Je le redis encore une fois, les médecins sont partie prenante, hein, et du coup, tout ça mis bout à bout, des besoins, des médecins engagés, des solutions techniques matures, même s'il reste du travail, mais en tout cas, les protocoles sont en place. On sait qu'on va avoir un résultat très qualitatif. Merci à tous. Merci, bon après-midi. À très bientôt. Au Merci. revoir.